Rebonjour les secondes H, donc on va faire la correction des exercices du chapitre 12. Donc vous aviez plusieurs exercices que j'avais mis qui pouvaient être faits pour réviser ce chapitre. Il y avait l'exercice 4, page 216, qui est corrigé à la fin, page 314. Voilà. Je vais pas spécialement refaire une correction. Si vous avez des questions, éventuellement vous me le direz, mais ça me paraît pas trop difficile. L'exercice 6 aussi, il est également corrigé à la fin du livre. Donc je vous laisserai aller voir la correction. L'exercice 8 est également corrigé à la fin du livre. Le 11, celui-là, je l'ai corrigé hier. On va passer au 15. Donc, évaluer une exposition sonore. Les conseils suivants sont donnés lors d'une exposition sonore en concert ou en discothèque. S'éloigner des enceintes, faire des pauses 30 minutes toutes les 2 heures ou 10 minutes toutes les 45 minutes. Porter des bouchons d'oreille. Donc en effet, on a vu dans ce chapitre que une exposition à un volume sonore trop important pouvait nuire à la qualité du système auditif. Donc la question, rappelez les paramètres qui interviennent dans les risques liés à une exposition sonore. Donc quels sont les paramètres finalement qui ont une influence sur votre système auditif? Donc la réponse, donc les paramètres qui sont à prendre en compte sont d'une part le niveau d'intensité sonore, donc c'est en décibels, donc plus le volume va être fort, plus le niveau d'intensité sonore va être élevé. Et évidemment, plus ce niveau est élevé, plus ça peut abîmer votre système auditif. Par exemple, un son au-dessus de 120 décibels peut provoquer une sourdité totale. Alors, pas tout le temps, mais c'est extrêmement dangereux de dépasser 120 décibels. Ensuite, on sait qu'à partir de 100 décibels, au-delà de plusieurs minutes, ça commence déjà à... ça peut être risqué. C'est pour ça que par exemple sur les baladeurs, on voit souvent un volume maximal de 100 décibels parce qu'il ne faut pas écouter pendant un temps trop long de la musique à plus de 100 décibels. Donc premier paramètre, le niveau d'intensité sonore. Et le deuxième, c'est la durée d'exposition. En effet, plus on va être exposé longtemps à ce niveau d'intensité sonore, plus on risque d'avoir de lésions au niveau du système auditif. C'est pourquoi il est préconisé. Alors, porter des bouchons d'oreille, ça permet évidemment de diminuer le niveau d'intensité sonore reçu et de faire des pauses régulièrement permet de limiter la durée d'exposition et mettre un peu le système auditif au repos. Voilà pour l'exercice 15. Ensuite, il y avait l'exercice 16 que j'ai déjà corrigé hier entre la flûte et le piano. On va corriger l'exercice 18. Alors, je ne peux pas le prendre en entier avec l'appareil photo. Donc vous avez deux enregistrements, un avec un diapason et l'autre avec une guitare. Première question, déterminer la période de chacun des sons. Alors on regarde, la période c'est le temps, la durée d'un motif élémentaire. On peut mesurer cette durée à différents endroits. Le plus simple c'est de compter plusieurs motifs élémentaires et de voir à quelle période cela correspond. Donc par exemple, on voit que la courbe ici commence au niveau d'un pic. Donc ici, j'ai donc une période. Mais c'est difficile de juger précisément le temps qui correspond à cette période. Alors on va en compter plusieurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a donc 6 périodes. Et là, je vais lire le temps. Et si je fais une petite erreur, c'est moins grave parce que pour avoir la période, je vais diviser par 6. Donc en divisant par 6, je divise aussi mon erreur par 6. Donc là, il faut trouver le temps qui correspond à ce pic. On s'aperçoit que
ici c'est 14 millisecondes, ici c'est 13 millisecondes, et le pic est donc entre les deux, mais un peu plus proche, de 14 que de 13. Donc j'estime ce temps à 13,6 millisecondes. Je peux donc écrire sur la feuille que 6 périodes, parce que j'en ai compté 6, correspondent à 13,6 millisecondes. Donc une seule période correspond à 13,6 divisé par 6. La calculette me donne 2,27 millisecondes. On peut aussi l'écrire 2,27 fois 10 moins 3 secondes. Deuxième courbe, celle enregistrée avec une guitare. Parce que l'idée c'est de voir si la guitare est accordée au La3. Le La3 qui est donné par le diapason qui est juste au-dessus. Donc on va voir si la période est identique. Il y a un peu d'ombre, mais je ne peux pas rester appuyé sur le livre. On essaie quand même. Alors on compte les périodes. Le pic, une nouvelle fois, part au début de la courbe ici. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je descends pour essayer de lire la valeur. Et comme tout à l'heure, on a le pic qui se situe entre 13 et 14, et un peu plus proche du 14. Donc on est environ à 13,6. On pourrait hésiter entre 13,6 et 13,7. Bon. Vu que la valeur est très proche de l'autre, je partirai plutôt sur 13,6. Donc 13,6 pour 6 périodes, ce qui fait à nouveau une période qui vaut 13,6 divisé par 6, c'est-à-dire 2,27 millisecondes. Question suivante, calculer leur fréquence. Calculer leur fréquence, pour ça on a une formule, c'est la fréquence est égale à l'inverse de la période, c'est-à-dire à 1 sur t. Il y a une difficulté avec cette formule, c'est que la période doit absolument être en secondes. Donc il ne faut pas mettre 1 sur 2,27, il faut mettre 1 sur 2,27 fois 10 moins 3. Parce que millisecondes, milli ça vaut 10 puissance moins 3. On fait le calcul, on obtient 441 Hz. Alors pour information, le La3 c'est 440 Hz. Donc on voit qu'avec cette méthode, on trouve presque parfaitement la bonne réponse. On est juste à 1 Hz près. Je rappelle qu'une erreur est tout à fait possible, une approximation au niveau du dernier chiffre significatif. Troisième question. La guitare est accordée si les deux fréquences sont égales. Est-ce le cas? Étant donné qu'on a trouvé la même période, 2,27, c'est donc le même calcul pour le son A et le son B, 1 sur 2,27 fois 10 moins 3, et donc les deux fréquences sont égales à 441 Hz. Donc oui, les deux fréquences sont égales à 441 Hz, la guitare est donc accordée. Petit 4, le microphone est placé à la même distance des deux sources sonores. Lequel des deux sons a le niveau d'intensité sonore le plus grand? Alors, il n'y a aucune information dans l'énoncé sur le niveau d'intensité sonore en décibels. À ce moment-là, la seule chose dont on dispose pour évaluer le volume, ou le niveau d'intensité sonore, c'est l'amplitude du signal. On voit qu'ici, l'amplitude pour le son A monte approximativement à un peu plus de 30 mV, donc 33 mV. Avec l'autre signal, l'amplitude monte cette fois à approximativement un peu plus de 450 mV, donc on pourrait dire 460 mV. Comme il est indiqué que c'est enregistré avec le même microphone placé à la même distance, on peut en déduire que celui qui a provoqué l'amplitude la plus grande est celui qui avait le niveau d'intensité sonore le plus grand. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc on observe que l'amplitude du signal du son B est plus grande que celle du son A. Donc 460 est plus grand que 33. Sans connaître sa valeur, on peut en déduire que le niveau d'intensité sonore du son B, donc c'est celui enregistré avec la guitare, est plus grand que celui du son A enregistré avec le diapason. Voilà pour l'exercice 18. Il nous reste un exercice à corriger, c'est l'exercice 25. L'exercice 25, il est là. L'ombre gêne toujours un peu, je vais mettre le livre comme ça.
Donc c'est sur la vitesse de propagation dans les solides. Donc une expérience consistait à frapper une extrémité d'un tuyau métallique et à mesurer le décalage temporel entre la réception du son lorsqu'il se propage dans le métal et lorsqu'il se propage dans l'air. La longueur du tuyau est de 950 mètres, c'est un tuyau en acier, et il mesure un décalage de 2,6 secondes. Donc l'expérience, je ne sais pas si vous avez bien compris l'idée, le son quand il tape la barre en acier, il se propage très vite dans l'acier, donc il reçoit d'abord le son dans l'acier, et après il reçoit le son dans l'air. Et donc ce décalage de temps lui permet d'estimer les vitesses, par exemple la vitesse du son dans l'acier. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est un petit peu comme, si je reprends l'idée d'essayer d'écouter, savoir si un train va arriver en mettant l'oreille sur le rail. Pourquoi faire ça? Il y a deux raisons. Le son se propage plus vite dans le rail. Ça veut dire qu'un train qui arriverait, on va l'entendre d'abord dans le rail et après dans l'air. Et la deuxième raison, c'est évidemment quand le train se déplace sur le rail, il le fait vibrer de manière plus importante que l'air. Et donc on peut plus facilement entendre un objet qui serait très loin en écoutant sur le rail qu'en écoutant dans l'air. Enfin, le son se propage mieux dans le rail que dans l'air. Première question, je reviens à l'expérience du coup de Jean-Baptiste Biot. Rappelez la valeur approchée de la vitesse de propagation du son dans l'air. Alors, pour cette réponse, d'une manière générale, on retient plutôt que la vitesse du son est de 340 mètres par seconde. En fait, elle varie légèrement, notamment selon la température. Donc, dans le livre, j'ai remarqué qu'il notait 345 mètres par seconde. Vous pouvez retenir 345 mètres par seconde. Cependant, je pense qu'il est plus simple de se rappeler de 340 que de 345. Et dans beaucoup d'autres livres, dans beaucoup d'autres situations, on retient plutôt 340. Donc, je vous conseille plutôt de retenir comme vitesse du son 340 mètres par seconde pour sa vitesse dans l'air. Deuxième question. Petit b. Déterminez la date T1 à laquelle le son émis à la date T égale 0 secondes a parcouru 950 mètres dans l'air. Donc là, on parle de propagation dans l'air. Il faut donc utiliser la vitesse du son dans l'air et la distance qu'il a à parcourir, 950 mètres. On a donc la formule V égale D sur T, et il faut trouver le temps. Donc le temps, on le met de l'autre côté et il multiplie, puisqu'il divisait ici. Maintenant, si je veux le temps tout seul, V qui multiplie le temps, je le passe de l'autre côté, il va diviser. On a donc le temps qui est égal à la distance sur la vitesse. On fait le calcul avec les données, 950 mètres, la longueur du tuyau, 340 mètres par seconde. On obtient 2,79 avec la calculette. Et je vois que j'ai noté 2,8. Finalement, j'aurais pu laisser... Ah oui, j'ai mis 2,8 parce qu'après, le temps est arrondi à 2,6 secondes pour le décalage. On pouvait laisser le 2,79, étant donné qu'on a trois chiffres significatifs ici et là. Mais également, oui, c'est aussi pour ça que j'ai mis 2,8. C'est en fonction de la valeur que vous prenez, évidemment, de la vitesse du son dans l'air, vous n'avez pas exactement le même résultat. Donc, globalement, on peut arrondir à 2,8 secondes pour le temps obtenu. Deuxième question. En déduire la date T2 à laquelle le son a parcouru 950 mètres dans l'acier. Donc là, c'était le décalage, pardon, je remonte ici. Il a mesuré un décalage de 2,6 secondes. Donc évidemment, comme le son va plus vite dans l'acier, il reçoit d'abord le son dans l'acier, puis après le son dans l'air. Donc ce décalage du temps, c'est donc la soustraction des deux temps. Le temps dans l'air, qui est plus grand, qu'on soustrait au temps dans l'acier. Donc là, on a le temps dans l'air, c'est 2,8. Ici, on sait que ça fait 2,6. Et il faut trouver T2. Évidemment, on pourrait le faire de tête. Mais si on veut utiliser la formule,
on peut mettre taux de l'autre côté, ce symbole là c'est taux. Et ça fait que T2 est égal à T1 moins taux. Ça fait donc 0,2 secondes. Alors c'était peut-être plus simple de le faire de tête qu'avec ce petit calcul. Donc on sait que dans l'air, le son a mis 2,8 secondes. On sait que le décalage entre les deux, c'est 2,6 secondes. On en déduit donc que le temps mis par le son dans l'acier, pour faire ces 950 mètres, est de 0,2 secondes. Donc 0,2 secondes pour le temps dans l'acier. Petit 3, déterminer la valeur de la vitesse de propagation du son dans cet acier. Dernière question, la vitesse de propagation, on fait la distance divisée par le temps. La distance, c'est toujours 950 mètres. Et cette fois, le temps mis par l'acier, c'est 0,2 secondes. La calculatrice donne 4750 mètres par seconde. On voit que sur le 0,2 secondes, ici, on n'a plus qu'un seul chiffre significatif après la soustraction. Et oui, c'est l'inconvénient des soustractions. Vous voyez 2,8 moins 2,6. On avait deux chiffres significatifs ici, et là on n'en a plus qu'un, parce que le 0 qui est à gauche ne compte pas. Donc les soustractions parfois enlèvent des chiffres significatifs. Bon, c'est un détail. Tout ça pour dire qu'on obtient un résultat qui est donc assez proche de 100 000 mètres par seconde. Donc si je mets avec un chiffre significatif, ça fait 5 fois 10 puissance 3 mètres par seconde. C'est un résultat normal, c'est à peu près la vitesse du son dans le fer. Donc là on est dans l'acier, j'imagine que ça ne change pas beaucoup. Donc la vitesse du son, vous voyez, est beaucoup plus élevée dans un métal, enfin dans un composé solide que dans un composé gazeux ou liquide. Voilà pour les corrections, j'espère que c'était pas trop long, c'est vrai que c'était un peu long de tout corriger comme ça, mais vous avez les corrections du chapitre 12. On a donc fini le chapitre 12, si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser. Pensez bien à regarder le cours que j'ai fait aussi en vidéo, ainsi que l'essentiel qui est la page 212. Vous pouvez aussi faire le QCM qui est corrigé à la fin, page 213. Vous avez le cours du livre qui est un peu plus détaillé que celui que je vous ai fait. Et vous avez donc tout ce qu'il faut normalement pour comprendre et réviser le chapitre 12. Allez, au revoir, bon courage.